Il est proviseur de lycée dans la province de la Léraba. L'homme a pris l'habitude de percevoir de l'argent de manière illicite avec des élèves en plus de la scolarité que ces derniers payent au complément d'effectifs dans son lycée. Dénoncé par le RENLAC et jugé, l'homme est condamné à 12 mois de prison dont 6 mois fermes. Le RENLAC, session au bassin, donne ainsi le ton pour décourager davantage ceux qui s'adonnent à cette pratique. Tous les détails dans un instant. Des partis politiques froncent la mine contre les autorités de la transition en cours au Burkina Faso. Parmi eux, le président de Vision Burkina, parti pacifiste. Il dénonce une sorte d'exclusion dans tous les processus enclenchés par le capitaine Ibrahim Traoré pour une gouvernance harmonieuse et stable du pays. Do Pascal Sessouma, Mahamadi Kwanda et bien d'autres responsables du parti ne comprennent pas cette mise à l'écart. Vous les entendrez tout à l'heure dans ce journal également. C'était les titres. Bonsoir et bienvenue au 13h de BF1. C'est une pratique très courante dans la province de la Léraba, apprend-on. Nous sommes dans la région des Cascades. Des responsables de lycée qui demandent aux élèves de payer une somme d'argent avant d'être acceptés dans un lycée, outre la scolarité que ces derniers donnent. Le proviseur du lycée de Baguera était dans cette pratique dénoncée par le Réseau national de lutte anticorruption session au bassin. L'homme a été épinglé, jugé et condamné à 12 mois d'emprisonnement, dont 6 mois fermes. Vous allez le voir, plutôt que de se réjouir pour malversation, élèves et parents d'élèves demandent la clémence des juges afin de le relasser. Retour sur ce procès avec Cédric Wilfried Mabio. L'ex-proviseur du lycée de Baguera a été condamné à 12 mois d'emprisonnement, dont 6 fermes et une amende de 2 millions de francs CFA. Le tout assorti de sursis par le tribunal de grande instance de Banfora. C'est le verdict livré à l'issue du procès de Siaka Nignan qui est poursuivi pour les faits de conclusion par le Réseau national de lutte anticorruption RENLAC, section au bassin. Il lui est reproché, selon le RENLAC, d'exiger, en plus des frais de scolarité, les sommes d'argent allant de 10 000 francs à 20 000 francs aux élèves recrutés pour complément d'effectifs de son lycée. Nous sommes très satisfaits d'ores et déjà que le tribunal est réprimé. Ça, c'est un acquis. Pour nous, je pense quand même que le tribunal a tapé dans une fourmilière en ce qui concerne la région des Cascades et plus précisément au niveau de la province de la Léraba. Parce que, en fait, ce sont des pratiques qui sont menées partout, surtout au niveau de la Léraba, qui, en fait, qui passent par la vente de places et aussi que la scolarité des élèves dits protégés là sont répartis entre les enseignants et répartent en fait, c'est-à-dire qu'ils s'accaparent des frais de scolarité même des élèves. Il y a aussi au niveau des élèves déplacés internes, l'État dit de ne pas payer la scolarité, mais on force les élèves à payer la scolarité. À quel but? On n'en sait pas. Une semaine avant le verdict de ce procès, nous nous sommes rendus dans le village de Baguera, dans la province de la Léraba. Le constat fait sur place est que ce procès, le premier survenu dans la localité, n'est pas du goût de certains élèves. Ces derniers, qui sont des exclus et qui ont payé de l'argent afin de figurer sur la liste de l'effectif du lycée, estiment que l'ex-proviseur est certes fautif, mais doit être libéré. Je ne suis pas content avec ça, mais comme erreur là, erreur humaine, il a des enfants, membres du chef de famille, bon. Et puis il travaille aussi dans l'établissement, dans l'État au moins. Bon, si on les garde là-bas, ça peut être bon, sa famille peut être en difficulté, il peut peut-être perdre son travail. Le président de l'association des parents d'élèves du lycée de Baguera, rencontré également sur les lieux, a également souhaité la clémence de la justice pour l'ancien proviseur, lui qui a été entendu dans ce procès. S'il y a lieu, en tout cas, de revoir, voilà, pour qu'on les libère, vraiment, en tout cas, c'est notre choix. Voilà, s'il y a lieu de revoir, voilà, pour qu'on les libère. Voilà, sinon, si c'est ainsi là, sincèrement, là, ça va trop jouer sur lui. Voilà, il y a beaucoup d'avenir derrière lui aussi. Là, il a une femme avec des enfants. C'est compliqué.
Voilà, notre souhait en tout cas qu'on revoie, en tout cas ce que la loi dit. Voilà, si c'est possible, en tout cas vraiment c'est notre souhait. L'ex-proviseur, selon certaines sources, compte faire appel. À Ouagadougou, eux ne sont pas condamnés, mais parlent d'exclusion, une sorte de marginalisation dont ils font objet de la part des autorités de la transition. Ce sont des partis politiques qui dénoncent ce traitement et pourtant soutiennent qu'ils sont légalement constitués avec pour certains une participation à l'élection présidentielle passée menée par le président de Vision Burkina, parti pacifiste. Ces partis politiques accusent surtout le ministère en charge de l'administration territoriale d'être à la manœuvre. Indignés, ils ont décrié cette pratique devant la presse nationale hier. Les explications avec Abdoulazak Traoré. L'ancien candidat à la présidentielle de 2020, Do Pascal Sessouma, se sent exclu sous la transition dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré. Le président du parti Vision Burkina n'a pas été convié aux dernières assises nationales. La pilule passe toujours mal. On a constaté, en tout cas beaucoup de partis ont constaté que bien qu'étant en règle, sont leurs récépissés, sont reconnus par la loi, mais ils ne sont conviés à aucune manifestation avec les nouvelles autorités. Ils ne comprennent pas. Moi, par exemple, je sais de quoi je parle. J'ai été candidat à la présidentielle en 2020. Ce n'était pas donné à n'importe qui quand même d'être candidat là. C'est le parcours du combattant. Le parcours du candidat, c'est plus fort que le parcours du combattant. Comment quelqu'un peut s'arroger le droit de dire que moi je ne pars pas aux assises nationales? Comment quelqu'un peut dire que je ne pars pas à la rencontre avec les partis politiques, avec le président de la transition? Do Pascal Sessouma n'est pas le seul. Ils sont nombreux à se regrouper dans cette salle pour s'indigner de la situation. Ils s'indignent, mais ils accusent surtout le ministère de l'administration territoriale. Ils ne sont ni de l'ex-majorité, ni de l'ex-opposition, ni de l'ex-opposition non affiliée, encore moins de la composante autre parti. Et c'est là tout le problème parce que les composantes là sont caduques de par la loi. Il n'y a plus rien qui tient debout là. Tous les baobabs sont couchés actuellement. Il n'y a pas un baobab qui est debout là. Les baobabs qui étaient debout, qui sont tombés, ils se conjuguent maintenant au passé. En fait, le ministère de l'administration territoriale, qui est en charge des partis de liberté publique là, ils ont hérité de listes d'adresses. Par automatisme, ils envoient les correspondances à ces anciennes adresses. Mais nous voulons que ça change. Que cette situation change. C'est justement ce qui réunit ces hommes politiques. Ils comptent faire des propositions concrètes dans ce sens à l'autorité. Le tout dans une dynamique de soutien aux autorités de la transition. Nous sommes d'accord avec lui, parce que nous sommes tous des Burkinabés, nous sommes tous patriotes. On va faire tout ce qu'on peut pour soutenir cette transition et accompagner de façon claire et sincère nos militaires, nos gendarmes, nos volontaires, nos policiers. Ici, on parle d'un pouvoir exceptionnel. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Et il faut se dire qu'on ne peut pas gouverner un pays sans politique. Ça, c'est même pas possible. Et cela veut dire que nous, la classe politique, nous devons accompagner en fait ce gouvernement. Ce cadre de réflexion pour une participation plus inclusive des partis politiques dans l'accompagnement de la transition est une idée de Do Pascal Sessouma. Outre la réflexion, ces acteurs veulent contribuer financièrement à l'effort de guerre. Le président de l'Assemblée législative de transition, lui, continue sa tournée depuis son installation le 11 novembre dernier dans les représentations des fêtières d'organisations et d'associations du Burkina Faso. Hier, Ousmane Bougma était à la Fédération des associations islamiques du Burkina afin de consulter et témoigner sa reconnaissance à ces guides religieux qui contribuent aussi à leur manière à l'instauration d'un climat social apaisé. Amadou Diko. Après le Mogo Naba Bango, la Fédération des églises et missions évangéliques, c'est à la Fédération des associations islamiques du Burkina que le président de l'Assemblée législative de transition rend visite. Ousmane Bougouma vient présenter la feuille de route de son institution à la fêtière de la communauté musulmane. C'est aussi une occasion pour le président de l'ALT de recueillir des conseils et des bénédictions auprès de ces personnes ressources pour la bonne marche de la transition. Nous sommes venus au siège de la Fédération des associations islamiques du Burkina, non seulement pour remercier
cette communauté pour tout ce qu'elle fait pour le rayonnement de l'islam au Burkina Faso, mais aussi pour le développement de notre pays et pour la cohésion sociale. C'est ce qui nous a amené ce matin au siège de la Fédération des associations islamiques du Burkina. Du côté de la FAIB, ce cadre d'échange avec la délégation des députés de l'ALT est une marque de considération portée à l'endroit de toute la communauté musulmane. Moussa Kouanda et ses collaborateurs s'engagent donc à apporter le soutien aux actions de la transition pour un Burkina Faso de paix et de cohésion sociale. On a évoqué beaucoup de choses, d'abord pour le pays et pour toute la communauté musulmane confondue. Et on a aussi confirmé notre disponibilité et notre soutien, non seulement pour la bonne réussite de la transition, et pour la bonne réussite des missions de son Excellence, Monsieur le Président de l'ALT, Dr Bouma. Installé le 11 novembre dernier comme président de l'Assemblée législative de transition, Ousmane Bougouma entend progressivement étendre ses visites à d'autres entités. Vous le savez sans doute, le Burkina Faso, le Mali ou encore la Guinée sont des pays sous transition militaire. Eh bien, les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest semblent avoir une nouvelle ambition. Ils ont décidé de créer une force régionale pour, disent-ils, combattre efficacement le terrorisme et lutter contre tous les coups d'État dans ces zones. Décision prise le dimanche dernier à l'issue d'un sommet à Abuja au Nigeria. Et sur le volet coup d'État, comment cette force va s'y prendre pour l'éviter? Va-t-elle se déployer ou déployer encore des forces dans ces pays membres? Quel mécanisme adopter? Nous avons posé cette question à Abdourahmane Dia, il est journaliste à La Voix d'Amérique. C'est dans notre programme hebdomadaire au Washington Bureau. On regarde. J'en venais justement par rapport à cette question relative au djihadisme. En quoi et comment vont s'y prendre? Je parle bien sûr de la force pour justement mettre frein à tous ces coups d'État-là. On prend spécifiquement le cas du Burkina Faso et bien sûr le cas du Mali, quand on sait que la CEDEAO n'est visiblement pas très bien vue dans ce pays avec les sanctions qui sont en vue. En quoi la venue de cette force-là peut avoir un impact pour établir l'ordre constitutionnel normal? La CEDEAO a effectivement un réel problème de légitimité dans ces pays que vous avez mentionnés, mais pas seulement dans ces pays, même dans les pays a priori stables comme le Sénégal. Le débat sur la pertinence de certaines actions de la CEDEAO se pose réellement. Donc je pense que la première bataille que la CEDEAO doit mener, c'est celle de la légitimité. Comment aborder ces questions et faire revenir dans le giron de la CEDEAO ces trois pays qui sont dirigés par des militaires, la Guinée, le Burkina et le Mali. Comment arriver à avoir cette relation de confiance, parce qu'en ce moment, cette confiance, elle est totalement brisée, et même si on sait que le président de la commission de la CEDEAO a dit que les processus de retour à l'ordre constitutionnel dans ces pays se poursuit, mais la relation, elle n'est pas au beau fixe. On sent un certain rapprochement justement de ces trois pays. Maintenant, si ces trois pays font bloc, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'on peut envoyer des forces dans ces trois pays? Je pense que la réponse est claire et c'est non. Donc, cette option militaire même est totalement écartée, doit être totalement écartée. Il est très difficile d'envisager une opération militaire dans ces pays. On l'a vu certes en Gambie, mais la Gambie, le Burkina, le Mali, ce n'est peut-être pas la Gambie. On sait aussi que cette force de réaction rapide intervient beaucoup en Guinée-Bissau, un autre pays très instable politiquement et institutionnellement, mais la situation est très différente de ces trois pays. Je pense que cette solution militaire, elle est écartée en tout cas par beaucoup d'analystes. Et toujours dans l'actualité africaine, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, le président de la Guinée-Bissau, réélu avec 94,9% des suffrages le 20 novembre dernier, a été investi pour un 6e mandat ce jeudi même. À 80 ans, le nouveau président de ce pays qui baigne dans une soixantaine d'îles a fait savoir lors de cette investiture qu'il n'est pas le président d'un groupe tribal ou ethnique. Il a pris le pouvoir, il faut le savoir, par un coup d'État en 1979. Les précisions avec le confrère Africa News.
Le président Teodoro Obiang a prêté serment jeudi pour un 6e mandat de 7 ans. La cérémonie d'investiture s'est déroulée à Malabo devant notamment ses homologues du Congo, du Burundi, du Zimbabwe et de la Centrafrique. À 80 ans et à la tête de la Guinée équatoriale depuis plus de 43 ans, il détient le record mondial de longévité au pouvoir pour un chef d'État encore vivant, hors monarque. La seule chose que le peuple peut attendre du président nouvellement réélu, c'est qu'il poursuive le développement de notre pays dans tous les secteurs. Ce que le peuple espère et ce que j'espère personnellement, c'est la durabilité de son action dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans le secteur économique, dans tous les secteurs du pays et dans les infrastructures. Comme pour les 5 scrutins précédents, Teodoro Obiang a été réélu avec plus de 90% des suffrages, cette fois contre un candidat du seul parti d'opposition qui ne soit pas interdit et un autre issu d'un mouvement jusqu'alors allié au parti présidentiel. Chaque pays a son propre modèle de démocratie. Il n'y a pas de système qui régit la démocratie en termes absolus. En Guinée équatoriale, il y a une démocratie présidentielle, une élection pacifique. Nous sommes heureux que les partis d'opposition aient participé et que l'un des principaux candidats à cette élection soit venu nous féliciter. La Guinée équatoriale est le 3e producteur de pétrole et le 3e pays le plus riche d'Afrique subsaharienne en PIB par habitant en 2021, selon la Banque mondiale. Dans la suite de ce journal, le PAMOCEP FC, le projet d'appui à la modernisation du secteur des transports et à la facilitation du commerce est dans sa phase active depuis quelques années. Le projet vient améliorer les services de transport sur la section Burkina avec le corridor routier Abidjan-Ouagadougou pour une contribution plus active des citoyens. Le Centre à la gestion des collectivités territoriales a initié une formation pour expliquer le bien fondé de ce programme. Justin Manteau. Pour sauvegarder les acquis du projet d'appui à la modernisation du secteur des transports et à la facilitation du commerce PAMOCEP FC, le Centre d'appui à la gestion des collectivités territoriales CGT mise sur les actions d'engagement citoyen sur la section burkinabé du corridor routier Abidjan-Ouagadougou. Cet atelier de concertation multi-acteurs a pour objectif de présenter le PAMOCEP FC aux populations de la section burkinabé du corridor routier Abidjan-Ouagadougou. Le PAMOCEP FC est financé par la Banque mondiale et dispose de 5 composantes. Donc autour des 5 composantes, nous devrons travailler à faciliter et à sécuriser le trafic le long du corridor Ouaga-Abidjan, donc la partie burkinabé, donc Ouaga jusqu'à la frontière de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aussi fera un peu sa section. Donc c'est 2 projets qui travaillent à avoir le même résultat. Selon ces acteurs, il faut renforcer l'engagement des populations bénéficiaires du projet. L'engagement du citoyen, comme son nom le dit, c'est une manière d'engager les différents bénéficiaires, les différents acteurs à pouvoir s'intégrer dans la mise en œuvre des activités, mais aussi avoir les rudiments nécessaires pour le maintien et l'entretien des investissements que le projet va réaliser. Dans le cadre de la mise en œuvre du PAMOCEP FC, un dispositif de gestion des plaintes a été élaboré. Nous avons eu pour mandat effectivement de donner le contenu de ces mécanismes de gestion des plaintes à l'ensemble des personnes qui sont amenées à être touchées par le projet, et également de voir quel dispositif il peut utiliser pour poser certaines de préoccupations liées donc à la mise en œuvre de ce projet-là. Ces acteurs, en concertation, veulent définir les paramètres d'information et de sensibilisation des communautés locales pour une participation active à la mise en œuvre d'actions pour l'utilisation durable des investissements réalisés. Les provinces concernées par la sensibilisation sont Kadiogo, Boulkende, Sangué, Balé, Tui, Oué et Komoé. Allez, une fenêtre à présent sur le 7e art qui peut être utilisée pour renforcer la cohésion sociale et lutter contre l'extrémisme violent au Burkina Faso. C'est une initiative portée par Ciné Actif à travers une formation à l'endroit de plusieurs jeunes filles de la ville de Sia. L'idée recherchée à travers cette rencontre est d'emmener les participants amoureux du cinéma à créer des scénarios et faire des productions dans le but de sensibiliser. Le film de la cérémonie de restitution des travaux avec Kouka Tomayao et Soto Justin Dabé.
Au nombre de 30, ces jeunes filles issues majoritairement des universités publiques et privées de Bobo-Dioulasso ont pendant 3 semaines appris à écrire un scénario, à monter et à réaliser des films documentaires et de fiction qui traitent de l'actualité du Burkina Faso. L'initiative est de Ciné Actif à travers son projet Écran citoyen qui vise à promouvoir la culture et permettre aux jeunes d'entreprendre dans le métier du cinéma. L'objectif était d'outiller ces jeunes filles-là et pour qu'elles puissent par elles-mêmes produire des contenus audiovisuels, de faire des vidéos pour parler d'elles-mêmes. Parce qu'on ne peut pas venir parler du sujet de quelqu'un à sa place. C'est quand tu es la personne concernée et tu es auteur qu'en ce moment tu peux mieux véhiculer un message. Et les thèmes étaient la lutte contre l'extrémisme violent, la promotion de la cohésion sociale et la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Donc durant ces 3 semaines, ces 20 jours de formation, il était question vraiment d'outiller ces jeunes filles-là pour qu'après avoir suivi cette formation, elles peuvent déjà commencer à entreprendre dans le milieu de l'audiovisuel. C'est petit, c'est vrai, mais c'est déjà des pistes de solutions qu'on leur propose. Celles qui veulent entreprendre dans le secteur de l'audiovisuel et celles qui veulent être actrices majeures dans l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel, c'est l'occasion. Cette formation a permis à ces jeunes de se familiariser à l'écriture cinématographique et d'avoir des connaissances sur les règles et les b.a.-ba du métier du cinéma et de l'audiovisuel. Je retiens de cette formation du Ciné Actif beaucoup de choses positives, notamment le dévouement des formateurs qui ont su inculquer aux apprenantes que nous sommes des notions liées au métier du cinéma et de l'audiovisuel. Nous avons appris beaucoup de choses en lien avec la réalisation, la prise d'image, le montage, et tout cela a été couronné par la réalisation de films documentaires et de films de fiction que nous avons réalisés nous-mêmes et avec la supervision des formateurs. Vraiment, la formation nous a appris beaucoup de choses. Et pour le futur, nous comptons devenir de futurs cinéastes, faire des montages de grandes vidéos et faire ressortir le nom du Burkina Faso. Les participantes ont reçu chacune des attestations de participation. Elles seront suivies sur les responsables du Ciné Actif afin de leur permettre de mettre en pratique ce qu'elles ont appris. Après Banfora et Bobo-Dioulasso, Ciné Actif sera à Koudougou du 9 au 28 janvier 2023. Avant de terminer ce journal, savez-vous que l'histoire de la Coupe du Monde est intimement liée à celle du ballon rond? Quelle est l'histoire qui se cache derrière ce ballon? On en parle dans Allo Qatar. Le ballon étant l'essence même du jeu, il a évolué au fil du temps en fonction des gros intérêts sportifs et économiques qu'engendre la Coupe du Monde de 1930 en Uruguay et en 2022 au Qatar. Il y a eu un changement, une évolution, une sorte de métamorphose de cette boule. Comment a-t-on appelé justement ce premier ballon? Voici l'histoire du ballon de la Coupe du Monde racontée par Madi Zango avec Maxime Ilboudo. Depuis la première édition de la Coupe du Monde en 1930 avec Tinto, le ballon a connu une grande évolution. En 1934, en Italie, le ballon est Fédéral 102 qui ressemblait plus à un ballon de rugby. À laine, ce ballon en cuir de vache fut utilisé en 1938 en France. Le premier ballon sans lacet a servi au Brésil en 1950. En 1954, en Suisse, le ballon est caractérisé par le changement de couleur. Top Star, ballon de la Coupe du Monde 1958 en Suède, est le premier modèle à comporter de longues faces orthogonales. Santiago a été utilisé lors de la Coupe du Monde 1962 au Chili. En 1970, Telstar était le ballon officiel des Coupes du Monde 1970 et 1974, organisées respectivement par le Mexique et l'Allemagne. La seule différence entre 1978 Tango Rosario et Telstar est la couleur du marquage. En 1982, Tango Espana, utilisé en Espagne, sera le dernier ballon en cuir à être utilisé en Coupe du Monde. En 1986, ACTK est inspiré de l'architecture aztèque. Ce ballon fut le premier ballon entièrement synthétique.
En 1990, Eterusco Unico est le ballon officiel de la Coupe du Monde 1990 en Italie. 3 têtes de lion décorent chacune des 20 faces. En 2006, Team Gist est le ballon de la Coupe du Monde en Allemagne. Chaque match de la phase finale avait ses propres ballons, avec la date du match, le stade et les équipes imprimées sur la surface. Être joyeux en Zoulou est le ballon officiel de l'édition 2010 Afrique du Sud. Il arbore 11 coloris uniques en hommage aux 11 joueurs de chaque équipe aux 11 langues parlées en Afrique du Sud. Brazuca, ou la fierté nationale à travers le mode de vie brésilien, est le ballon de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. La Coupe du Monde 2018 a été disputée en Russie, Telstar 18. Ce ballon a une plus grande attention portée à l'environnement à travers son emballage en matière recyclée. Al-Rila est le ballon officiel de la Coupe du Monde 2022 au Qatar qui signifie le voyage en arabe. Il est élaboré exclusivement à partir d'encre et de colle à base d'eau. Et pour être tout à fait complet sur cette actualité, sachez que les quarts de finale de la Coupe du Monde 2022 débutent aujourd'hui même avec le match Brésil-Croatie au stade Education City à partir de 15h, suivi de Pays-Bas-Argentine à 19h au stade Lusaili. Et puis le Maroc, dernier représentant africain, croise le Portugal demain à 15h au stade Al-Toumama, suivi du face-à-face France-Angleterre à 19h au stade Al-Bayt. Tous de la voix suivie, je vous retrouve demain pour notre session d'information.